Un cri déchire le silence d'un matin ensoleillé en Virginie. Les étoiles dorées sur l'uniforme du général de division André Dubois brillent comme des éclats de gloire, mais elles s'écrasent contre l'asphalte brûlant. L'officier Julien Lambert, regard haineux, plaque violemment cet homme noir, héros de guerre, contre sa Mercedes noire rutilante. Les menottes mordent la chair. Le sang coule. « Je me fiche de qui tu es !» hurle Lambert, ses yeux injectés de mépris. L'identification militaire tremble dans la main de Dubois. 30 ans de service, des médailles gagnées sous le feu ennemi, des vies sauvées dans le chaos, tout cela balayé en un instant. Peu importe jusqu'où tu grimpes, mon fils, pour certains tu resteras toujours un noir, résonnent les mots de son père comme une prophétie cruelle. Les passants ralentissent, téléphones brandis, certains filment, d'autres crachent des insultes raciales. Retourne d'où tu viens, lance une voix aigre. Dubois stoïque, sans l'humiliation, le brûler. Un seul appel pourrait tout changer. Mais face à la haine, même un général 4 étoiles peut-il triompher? Si cette injustice vous révolte, si vous croyez que personne ne devrait être humilié pour sa couleur de peau, tapez « égalité » dans les commentaires et cliquez sur « j'aime » pour soutenir la lutte contre l'oppression. Ensemble, faisons entendre notre voix. André Dubois est un homme de première. Premier noir à commander la division stratégique des forces armées américaines, premier de sa famille, à atteindre le rang de général 4 étoiles, il incarne l'excellence militaire. Chaque matin à 5h précise, il se lève avec une discipline de fer. Il embrasse sa femme Claire, ancienne infirmière militaire, héroïne de 3 zones de combat. Il appelle son fils Julien, cadet à West Point, pour lui répéter « L'excellence est non négociable ». Ce matin-là, rien ne diffère. Son uniforme est impeccable, chaque médaille alignée avec précision, un symbole de décennies de sacrifice. Il prépare une réunion cruciale au Pentagone, prévue à 9h, où des décisions sur le positionnement militaire dans 3 points chauds mondiaux l'attendent. Dubois planifie son trajet avec soin, évitant les embouteillages de la capitale. En 30 ans, il n'a jamais été en retard. La ponctualité comme l'excellence est une règle d'or. Mais sur une route paisible de Fairfax County, des gyrophares clignotent dans son rétroviseur. Dubois perplexe se gare avec précision, main visible sur le volant. La lumière intérieure s'allume même en plein jour. Il reste calme, entraîné à garder son sang-froid. L'officier Julien Lambert s'approche, la main crispée sur son arme, son pas lourd menaçant. Pas de prudence professionnelle, seulement une agressivité brute. Permis et immatriculation, aboie-t-il sans un mot d'explication. Dubois voix posée demande « Puis-je savoir pourquoi, officier Lambert ?» Il lit le nom sur l'uniforme, espérant ramener un semblant de respect. La réponse est un coup de poignard. « Changement de voix illégal ?» grogne Lambert. Dubois fronce les sourcils. Il n'a pas changé de voix. Il conduit dans la même file depuis des kilomètres avec une prudence militaire. « Avec tout le respect, je n'ai rien fait de tel, mais je suis prêt à discuter. Mon permis est dans mon portefeuille, l'immatriculation dans la boîte à gants. Je vais les prendre si vous permettez. » Dubois parle lentement, chaque mot calculé. Lambert, visage crispé, resserre sa prise sur son arme. Fais ça lentement. Dubois obéit, mouvement mesuré, tendant son permis et son identification militaire. Je me rends à une réunion au Pentagone. Je suis général de division dans l'armée américaine. Sa voix reste calme, professionnelle. Mais, au lieu de désamorcer ses mots, attise une rage chez Lambert. Ses yeux s'assombrissent, un rictus déforme sa bouche. « Tu joues la carte militaire, hein? Tu penses que ça te rend spécial. » Il examine l'ID avec mépris comme s'il tenait un faux. « J'en ai vu des fausses cartes. » Sort de la voiture. Dubois sent le danger monter. « Officier, il doit y avoir un malentendu. Mon identification est légitime. Vous pouvez vérifier auprès de la sécurité du Pentagone. » Lambert hurle, main sur son arme. « Sors maintenant. » Dubois obéit, narrant chaque geste. Je sors lentement, main visible. À peine debout, Lambert l'empoigne, le retourne brutalement, le plaque contre la Mercedes. Les 4 étoiles de son uniforme raclent la carrosserie, laissant des griffures sur la peinture noire. Lambert écarte ses jambes d'un coup de pied violent. « Qu'est-ce que vous faites? C'est inutile !» proteste Dubois, sa voix ferme malgré la douleur. « Ferme-la, vous les gens comme vous toujours à défier la loi. » Lambert resserre les menottes, le métal coupant la peau. Du sang perle sur les poignets de Dubois. Une foule se forme. Des téléphones filment. Une vieille femme, Madame Lefebvre, observe depuis son porche, lèvres pincées. « Ces gens ne devraient pas conduire des voitures pareilles.
murmure-t-elle assez fort pour être entendue. Un homme crie « T'as rien à faire ici ». Sophie Martin, une jeune journaliste locale, filme discrètement depuis sa voiture le cœur battant. Elle sait qu'elle assiste à une injustice. Lambert, remarquant les téléphones, éteint sa caméra corporelle avec un sourire narquois. « Dysfonctionnement technique », marmonne-t-il. Puis dans un geste provocateur, il saisit le téléphone de Dubois, le jette au sol, l'écrase sous sa botte. « Tes médailles générales, elles valent rien ici », ricane-t-il, arrachant une médaille de l'uniforme et la jetant dans la poussière. Lambert fouille la voiture sans consentement. Il ouvre la mallette de Dubois, contenant des documents classifiés. « Vous n'avez pas l'autorisation pour ça », avertit Dubois, sa voix tremblant de colère contenue. Lambert ignore, continuant sa fouille. Soudain, il brandit un sachet de poudre blanche trouvé sous le siège passager. « Qu'est-ce qu'on a là ?» triomphe-t-il. Dubois, abasourdi, secoue la tête. « Ce n'est pas à moi. Ça n'était pas dans ma voiture. » Lambert ricane, c'est ce qu'ils disent tous. Un second officier arrive, son regard mal à l'aise, mais il reste silencieux. Sa caméra est éteinte elle aussi. Lambert pousse Dubois vers la voiture de police, le forçant à s'asseoir. À travers la vitre, Dubois voit Lambert glisser quelque chose dans sa propre voiture, un sourire satisfait aux lèvres. Au poste de police, l'humiliation s'intensifie. Dubois, vêtu d'un uniforme orange de détenu, se tient droit sur un banc métallique. Son port militaire reste intact malgré la douleur des menottes et la honte. Il a activé un signal d'urgence avant que son téléphone ne soit détruit, alertant le lieutenant-colonel Émile Moreau, son ami au Pentagone. Mais le chef de police, Marcel Fournier, ordonne de retarder son appel. « On suit les procédures », dit-il avec un sourire moqueur, soulignant le mot « général » comme une insulte. Le processus de réservation est délibérément lent. L'officier au comptoir, Pierre Dubois, sans lien de parenté, tape les informations avec une lenteur exagérée, demandant à Dubois de répéter son nom plusieurs fois. Les empreintes digitales sont prises avec une force punitive, chaque doigt pressé contre le scanner jusqu'à la douleur. « Je veux passer mon appel », déclare Dubois voix ferme. « Tout à l'heure, général », répond Pierre avec un rictus. « On a des règles ici », puis vient l'ordre de retirer son uniforme. Dubois, indigné, refuse. « Ce n'est pas nécessaire. Je ne suis pas accusé d'un crime violent. » Lambert, qui supervise, s'avance. « Tu suis les ordres comme tout le monde. Tes étoiles brillent pas ici. » Sous le regard de 3 officiers, Dubois, menottes à peine retirées, enlève son uniforme décoré. Chaque médaille, chaque ruban, représente une bataille, un sacrifice. Il les plie avec soin, malgré la douleur dans ses poignets. L'uniforme orange qu'on lui tend gratte comme du papier de verre. C'est l'ultime déshumanisation. Dans la cellule, Dubois reste droit, regard fixé devant lui. Autour, d'autres détenus l'observent avec curiosité. L'un d'eux, un jeune homme nommé Malik, murmure « Ils t'ont tué, peu importe qui t'es ». Dubois ne répond pas, mais ses pensées tourbillonnent. Claire doit s'inquiéter, attendant son appel après la réunion manquée. Julien, à West Point, risque de voir son père humilié sur les réseaux sociaux. Et les documents classifiés dans sa mallette compromise peut être. Pendant ce temps, les médias locaux diffusent un communiqué du département de police. Un conducteur noir belligérant arrêté pour résistance et possession de drogue. Aucun mot sur son rang militaire. Sophie Martin, choquée, tente de publier sa vidéo, mais reçoit un appel anonyme « Lâche l'affaire ou tu perds tout ». Au Pentagone, Émile Moreau reçoit l'alerte d'urgence de Dubois. Son visage se durcit. Général Dubois a déclenché son signal. Lieu civil pas militaire. Ça pourrait être une urgence médicale ou une atteinte à la sécurité. Il active les protocoles convoquant le personnel juridique et l'intelligence militaire. La colonelle Isabelle Laurent, avocate du JAG, est dépêchée à Fairfax. Elle entre au poste, uniforme impeccable, credensial en main. « Je suis ici pour le général Dubois, détenu illégalement. » Le sergent au comptoir bafouille, mais Fournier intervient, visage fermé. « Il y a des procédures à suivre, colonel. Des accusations graves. » Isabelle rétorque glaciale. « Détention illégale d'un officier 4 étoiles est une atteinte à la sécurité nationale. Je veux le voir immédiatement. » La tension monte. Les officiers du poste observent, murmurent. Fournier conduit Isabelle à son bureau, loin des regards, mais le mal est fait. La rumeur se répand, Lambert a arrêté un général. Dubois, toujours en cellule, entend les chuchotements.
C'est lui le général. Qu'est-ce qu'il a fait? Il reste impassible, mais son esprit stratégique analyse. Fournier construit un récit. Les charges s'accumulent: résistance-agression sur officier, possession de drogue. Chaque accusation est un clou dans le cercueil de sa réputation. Sophie Martin, malgré les menaces, envoie sa vidéo à un grand journal national. Les images circulent en ligne, montrant un homme noir en uniforme militaire, menotté, humilié. Les commentaires s'enflamment: il a dû faire quelque chose, contre c'est une honte. Mais la machine de Fournier tourne. Un second communiqué de presse évoque des preuves supplémentaires, de drogue dans la voiture de Dubois. Claire, chez elle, voit les images sur son écran, le cœur serré. Ces années en zone de combat ne l'ont pas préparé à ça. Julien à West Point reçoit des messages: c'est ton père dans la vidéo. Son monde vacille. Dubois, dans sa cellule, repense à son grand-père soldat dans une unité ségrégée pendant la Seconde Guerre mondiale. Certaines choses changent lentement, André, lui disait-il. Dubois a cru au changement, a gravi les échelons malgré les murmures racistes, les promotions retardées, les regards surpris. Il a prouvé sa valeur, encore et encore. Mais ici, sur cet asphalte de Virginie, il n'est qu'un homme noir. Les menottes, la foule, les insultes, tout cela est un écho du passé. Pourtant, Dubois ne plie pas. Son signal d'urgence a atteint Moreau. Le Pentagone s'agite. Isabelle Laurent affronte Fournier. Sophie Martin risque tout pour la vérité. La bataille ne fait que commencer. Mais dans cette cellule vêtue d'orange, Dubois, c'est une chose: ils ont choisi le mauvais adversaire. Le Pentagone bouillonne. Une machine de guerre se met en branle, non contre un ennemi étranger, mais contre une injustice criante dans les rues de Fairfax County. André Dubois, général 4 étoiles, héros d'une nation, croupi dans une cellule, son uniforme remplacé par une combinaison orange qui hurle son humiliation. Les menottes ont laissé des marques rouges sur ses poignets, mais c'est son cœur qui saigne. 30 ans de service, des médailles arrachées sous le feu, des vies sauvées dans le chaos, tout cela piétiné par l'officier Julien Lambert, un homme dont le regard brûle de haine raciale. Le chef de police Marcel Fournier, avec son sourire narquois, orchestre une campagne de diffamation. Les journaux titrent « Conducteur noir belligérant arrêté pour drogue ». Pas un mot sur le grade de Dubois, sur son sacrifice. La colère gronde au-delà des murs de la cellule. Claire, sa femme, fixe son écran, les poings serrés, les images de son mari, menotté, tournant en boucle sur les réseaux sociaux. Julien, son fils, à West Point, sent son monde s'effondrer sous les messages moqueurs. « Ton père, un criminel ». Sophie Martin, la journaliste, risque tout pour publier la vérité, mais une voix anonyme la menace: « Arrête ou tu perds tout ». Et maintenant, la conspiration s'échappe comme un serpent venimeux qui se glisse dans l'ombre, visant non seulement Dubois, mais sa famille, son honneur, son existence. L'injustice n'a pas de limite. La rage monte, une tempête prête à tout balayer. Dans la salle sécurisée du Pentagone, le lieutenant-colonel Émile Moreau, visage crispé, analyse les écrans. L'alerte d'urgence de Dubois a déclenché une réponse militaire d'une ampleur rare. « Général Dubois est détenu illégalement », déclare-t-il à son équipe. Lieu civil, Fairfax County. On ne sait pas si c'est une erreur ou une attaque ciblée. La colonelle Isabelle Laurent, avocate du JAG, est déjà en route vers le poste de police, son uniforme impeccable, contrastant avec la fureur dans ses yeux. Elle sait que chaque minute compte. Les documents classifiés dans la mallette de Dubois, fouillés par Lambert, sont une bombe à retardement pour la sécurité nationale. Mais au poste, Fournier joue la montre. Procédure en cours, répète-t-il son ton moqueur, comme un coup de fouet. Isabelle, credensial en main, exige « Libérez le général maintenant. Sa détention est une violation de la sécurité nationale. » Fournier hausse un sourcil, un défi silencieux. Des accusations graves, colonel. On suit les règles. Les officiers autour murmurent, leurs regards oscillant entre curiosité et malaise. La tension est électrique. Pendant ce temps, la famille Dubois devient une cible. Claire, rentrant chez elle, après une garde à l'hôpital, trouve une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, des photos d'elle, prises à son insu dans son cabinet médical. Une note tapée. Les généraux noirs ne durent pas longtemps. Son souffle se coupe. Ces années en zone de combat l'ont endurci, mais cette menace si personnelle la secoue. Elle appelle Julien à West Point, mais son téléphone vibre d'un message anonyme. « Ton père est fini. Dis-lui d'abandonner. » À Fairfax, une pierre fracasse la fenêtre de la chambre d'Amélie, leur fille de 8 ans.
La petite hurle terrifiée, tandis que Claire découvre un message attaché à la pierre. Général en prison, famille en danger. Les éclats de verre jonchent le tapis rose d'Amélie. Claire, tremblante de rage, serre sa fille contre elle. « Ils ne nous briseront pas », murmure-t-elle. Mais son cœur bat à tout rompre. Julien, à West Point, reçoit une convocation du comité d'honneur de l'Académie. Une accusation de plagiat fabriquée de toutes pièces menace son avenir militaire. Les documents prétendent qu'il a copié des essais soumis il y a des mois. « C'est impossible », proteste-t-il montrant ses brouillons originaux. Mais le comité sous pression externe insiste. Les messages sur son téléphone empirent. Fils de criminel dégage. Ses camarades, autrefois amis, le regardent avec suspicion. Julien, élevé dans l'excellence par son père, sent la colère monter. « Ils veulent nous détruire », texte-t-il à Claire. Mais je ne plierai pas. Sophie Martin, la journaliste, paie cher son courage. Après avoir publié sa vidéo sur les réseaux sociaux montrant Dubois menotté et humilié, elle est licenciée de son journal local. Le rédacteur en chef nerveux marmonne « Manque de professionnalisme ». Mais Sophie sait que c'est une punition. Son téléphone sonne à minuit. « Lâche l'affaire ou tu ne verras pas le prochain lever de soleil ». Elle tremble, mais sa colère l'emporte. Elle contacte un grand journal national, envoyant la vidéo et ses notes. Les images deviennent virales, déclenchant un débat enflammé. Certains crient à l'injustice. Un général traité comme un criminel. D'autres, alimentés par les fuites de Fournier, accusent « il a dû faire quelque chose ». Les Noirs ne montent pas si haut sans tricher. Sophie, seule dans son appartement, verrouille sa porte, mais sa détermination brûle. « La vérité doit sortir », murmure-t-elle. Au poste, Fournier intensifie sa campagne. Un second communiqué de presse évoque des preuves supplémentaires, plus de drogue trouvée dans la voiture de Dubois, des messages sur son téléphone suggérant des transactions illégales. Tout est faux, mais la machine médiatique tourne. Les charges s'accumulent, résistance-agression sur officier-possession avec intention de distribuer. Fournier dans son bureau appelle le sénateur Claude Renaud, oncle de Lambert, et président du comité de sécurité publique de l'État. « Cette affaire prend trop d'ampleur », dit-il nerveux. « Le Pentagone nous colle au train. » Renaud, voix glaciale, répond « Contenez ça, Marcel. J'ai des contacts. On peut rendre les choses très difficiles pour leur base en Virginie. » Dans l'heure, le comité budgétaire de l'État annonce une révision des financements militaires, une menace à peine voilée. Émile Moreau au Pentagone découvre un indice troublant. En analysant les données de patrouille de Lambert, il remarque un changement dans ses itinéraires 3 semaines plus tôt. Lambert a commencé à surveiller le trajet quotidien de Dubois vers le Pentagone. Ce n'était pas un arrêt aléatoire, conclut Moreau montrant les images de la caméra de bord de Lambert. Dubois apparaît sur 4 enregistrements jamais arrêtés, mais suivis. Il étudiait ses habitudes, dit Moreau, la mâchoire serrée. Une piste financière émerge des paiements de Horizon Security, une entreprise de défense sous enquête de Dubois, pour des irrégularités dans un contrat de 5 milliards de dollars, affluent vers des sociétés écrans liées à Fournier. « C'est plus grand qu'on ne pensait », murmure Moreau. Isabelle Laurent au poste affronte Fournier dans son bureau. « Vous jouez un jeu dangereux, chef. Détention illégale d'un général 4 étoiles, fouille de documents classifiés. C'est une affaire fédérale. » Fournier, sourire en coin, rétorque. « On a suivi les règles. Votre général n'est pas au-dessus de la loi. » Isabelle, furieuse, sort son téléphone sécurisé, contactant le secrétaire à la Défense. « Monsieur, nous avons un problème de sécurité nationale à Fairfax. » Le général Dubois ait retenu ses documents compromis. La réponse est immédiate, mobiliser toutes les ressources. On ne laisse pas un de nos officiers dans cette situation. Mais la conspiration s'étend. Une accusation anonyme atteint le FBI, suggérant que Dubois a des contacts inappropriés avec des officiers étrangers. Bien que sans fondement cela déclenche un protocole obligatoire, sa clearance de sécurité est suspendue. Dubois informé en cellule, sans le sol s'ouvrir sous lui. Sans clearance, il est un général en non seulement incapable de commander ou de poursuivre son enquête sur Horizon Security. « Ils veulent me neutraliser », confie-t-il à Isabelle lors d'un bref entretien. « Ils savent que je suis proche de la vérité. » Isabelle, les yeux brillants de colère, promet « Nous allons riposter, général. » Ils ne savent pas à qui ils s'attaquent. À Fairfax, la communauté se divise. Des voisins de Dubois, autrefois amicaux, évitent Claire au supermarché. Une pancarte apparaît dans leur quartier.
Pas de criminels ici. Un groupe d'officiers proches de Lambert envoie des messages anonymes aux résidents incitant à l'ostracisme. Votre général est un dealer, disent les tracts glissés sous les portes. Claire, furieuse, ramasse un tract froissé le déchire. Ils veulent nous chasser, dit-elle à Amélie, qui pleure encore des éclats de verre. Mais Claire, forgée par les combats, se redresse. Nous restons. Fournier organise une conférence de presse défiant le Pentagone. Debout devant les micros, il loue Lambert. Un officier courageux, refusant d'être intimidé par le rang ou le statut. Les caméras capturent son assurance, mais ses mains tremblent légèrement. Il évoque des preuves accablantes contre Dubois sans détail. Les médias locaux relaient amplifiant le récit. Lambert, devenu une figure dans certains cercles, apparaît sur une chaîne conservatrice se posant en victime. « J'ai fait mon travail », dit-il un sourire en coin. « Et maintenant on me menace parce que je n'ai pas plié devant ces étoiles. » Ses collègues dans un bar local lèvent leur verre à sa bravoure. Mais certains échangent des regards nerveux. L'atmosphère change. Sophie, malgré les menaces, continue. Elle rencontre un lanceur d'alerte du département, l'officier Malik Jones, un homme noir qui a vu trop d'injustice. Ils ont un système, confie-t-il dans un parking sombre. Des casiers spéciaux avec de la drogue à planter. Dubois n'était pas le premier. Malik, risquant sa carrière, fournit des documents internes. Sophie, les mains tremblantes, les transmet au journal national. Les révélations secouent Fairfax, un programme de surveillance ciblant les minorités des quotas d'arrestation dans les quartiers noirs et hispaniques. Les réseaux sociaux explosent, mais Sophie paie le prix sa voiture et vandaliser un message gravé sur la portière. « Tais-toi ». Claire, à l'hôpital, trouve des représentants du conseil médical de l'État dans son bureau. Une plainte anonyme l'accuse de prescriptions abusives de substances contrôlées. Ces dossiers sont falsifiés, proteste-t-elle, montrant des dates impossibles. Elle était à l'étranger pour des conférences médicales. Mais l'enquête est lancée menaçant sa licence. Julien à West Point affronte une audience disciplinaire. Les preuves de plagiat sont si maladroites qu'un professeur, le major Luc Dupont, intervient. C'est une fabrication évidente. Mais la pression externe persiste. Julien, furieux, écrit à son père « Ils veulent nous briser. » Je tiens bon. Dubois, toujours détenu, apprend la suspension de sa clémence. Dans sa cellule, il ferme les yeux, respire profondément. Les mots de son père reviennent. Il y a 2 règles en Amérique, André. Sois 2 fois plus digne, 2 fois plus parfait. Et même là, ça peut ne pas suffire. Il a navigué dans le racisme toute sa carrière. Les murmures lors de ses promotions, les dossiers perdus, les officiers blancs surpris par sa présence. Il a toujours répondu par l'excellence. Mais ici, face à Fournier-Lambert et un système qui le réduit à sa couleur de peau, l'excellence semble impuissante. Pourtant, sa rage se transforme en résolution. « Ils ont choisi le mauvais adversaire », murmure-t-il. Moreau, au Pentagone, découvre une connexion accablante. Les emails de Lambert, récupérés via des outils d'intelligence militaire, mentionnent un « problème général » à gérer pour un contact bloqué. Ce contact mène à un serveur crypté appartenant à Horizon Security. Dubois enquêtait sur leurs tests frauduleux, mettant en péril des contrats de plusieurs milliards. « Ce n'était pas un arrêt de routine », dit Moreau à son équipe. Dubois était une cible. La révélation transforme l'affaire. Ce n'est plus seulement du profilage racial, mais une opération calculée pour neutraliser un général trop proche de la vérité. Isabelle Laurent, dans le bureau de Fournier, reçoit un appel du secrétaire à la Défense. Le gouverneur est informé. Si Fairfax ne libère pas Dubois, nous fédéralisons la garde nationale. Fournier, sentant la pression, temporise. Mais il ordonne à son équipe de renforcer les preuves. Les rapports sur la drogue dans la voiture de Dubois gonflent mystérieusement. Des témoins, tous liés à des employés du département, émergent avec des histoires identiques. Ils ont vu Dubois acheter de la drogue. Moreau, analysant ces déclarations, ricane. Trop parfaites. Ils ont été coachés. À Fairfax, la maison des Dubois est surveillée par des véhicules banalisés. Claire remarque une camionnette noire stationnée trop longtemps. Une nuit, des phares balaient leur salon. Amélie, terrifiée, dort avec Claire. « Ils veulent nous faire peur », dit Claire, serrant un pistolet sous son oreiller. Mais sa colère l'emporte. Elle contacte des familles militaires partageant leurs histoires de profilage dans Fairfax. Une coalition se forme, silencieuse, mais puissante. Fournier, sentant le vent tourner, rencontre Renaud en secret. « Le Pentagone ne lâchera pas », dit-il nerveux. Renaud, froid, répond «
Faites ce qu'il faut. Horizon Security ne peut pas se permettre un scandale. Dans l'ombre, Lambert célébré comme un héros par certains commence à douter. Ses collègues évitent son regard. Les murmures dans le département grandissent, il est allé trop loin. Mais Lambert, poussé par sa haine, double la mise. Il glisse un autre sachet de drogue dans les preuves filmées à son insu par une caméra de sécurité. Dubois dans sa cellule reçoit enfin un appel. Il contacte Moreau, voix calme mais ferme. Émile Sétendré. Détention illégale par Fairfax, officier Lambert. Preuves falsifiées. Documents classifiés compromis. Moreau furieux promet « On arrive, général. Tenez bon. » Isabelle au poste affronte Fournier une dernière fois. Vous avez 5 heures pour le libérer ou le Pentagone prend le contrôle. Fournier, sourire crispé, sait qu'il joue avec le feu. Mais il croit encore que ses alliés le protégeront. La conspiration s'effrite, mais pas sans lutter. Claire, Julien, Amélie, Sophie. Tous paient le prix de la vérité. Dubois, menotté, humilié, reste un général. Son esprit stratégique planifie. Sa rage devient une arme. Ils veulent le briser. Ils découvriront que l'excellence même, dans l'obscurité d'une cellule, est non négociable. Un rugissement de colère éclate dans le cœur d'André Dubois. Enfermé dans une cellule pendant 5 heures, vêtu d'une combinaison orange qui hurle son humiliation, il est un général 4 étoiles, réduit à un simple suspect. Les menottes ont gravé des marques rouges sur ses poignets. Mais c'est son honneur qu'on a tenté d'anéantir. Julien Lambert, l'officier consumé par une haine raciale venimeuse, a planté des preuves, brisé son téléphone, arraché ses médailles avec un rictus de triomphe. Marcel Fournier, chef de police, corrompu, a tissé une conspiration pour le détruire, soutenu par le sénateur Claude Renaud et l'ombre tentaculaire de Horizon Security, une entreprise prête à tout pour protéger ses secrets. La famille Dubois est assiégée, Claire menacée par des photos volées dans son cabinet médical, Julien accusé de plagiat à West Point, dans une tentative de briser son avenir, Amélie 8 ans terrifiée par une pierre fracassant la fenêtre de sa chambre, accompagnée d'un message glaçant, général en prison, famille en danger, Sophie Martin, la journaliste courageuse, risque sa vie pour révéler la vérité, sa voiture vandalisée, sa voix étouffée par des menaces de mort. Mais dans l'obscurité de cette cellule, Dubois sent une flamme s'embraser. Ils ont cru briser un homme. Ils affrontent une armée. Le Pentagone s'éveille, une machine de justice implacable. Émile, Moreau, Isabelle Laurent et une équipe d'élite contre-attaque. Cette conspiration nourrie de racisme et de corruption va s'effondrer sous le poids de la vérité. La bataille finale commence, et la fureur de Dubois devient une tempête dévastatrice. Dans une salle sécurisée de Fort-Belvoir, André Dubois libéré, mais marqué se tient droit son uniforme, retrouver ses étoiles scintillant comme des éclats de défi. Ses poignets portent encore les traces des menottes, son regard brûle d'une détermination froide. Devant lui, une task force militaire composée des meilleurs experts en intelligence, droit et stratégie. « Nous avons trop joué la défense », déclare-t-il, sa voix tranchante comme une lame d'acier. Il est temps de passer à l'offensive. Chaque mot résonne chargé de 30 ans de service de combat, sous le feu ennemi de crise résolue dans le chaos. Il croit affronter un homme seul. Il se trompe. Ils affrontent l'armée des États-Unis et nous ne reculons jamais. La salle vibre d'une tension électrique. Émile Moreau, son ami fidèle, affiche un diagramme complexe sur un écran géant des flux financiers reliant Horizon Security à Fournier Renaud et une toile de sociétés écran. Ce n'était pas un arrêt de routine, explique-t-il, la mâchoire serrée. Dubois était une cible choisie pour stopper son enquête sur des fraudes massives. Isabelle Laurent, avocate du JAG, ajoute une pièce cruciale. Nous avons une vidéo de Lambert plantant la drogue filmée par une caméra de sécurité. Dubois hoche la tête, un sourire presque imperceptible sur les lèvres. Il voulait faire de moi un exemple pour dissuader les autres. Faisons d'eux un avertissement pour l'histoire. La contre-attaque est méthodique, implacable, orchestrée avec la précision d'une opération militaire. L'équipe de Moreau, armée d'outils d'intelligence de pointe, infiltre les communications du département de police de Fairfax. Les découvertes sont accablantes, des emails internes révélant un système de renforcement des preuves, des casiers secrets contenant des narcotiques prêts à être plantés, des quotas d'arrestation ciblant les quartiers noirs et hispaniques. Malik Jones, l'officier lanceur d'alerte risque, tout en fournissant des documents via un canal sécurisé limé. Ils appellent ça « gestion communautaire », explique-t-il écœuré limé.
Dubois était sur une liste des targets prioritaires, des Noirs influents à humilier pour maintenir le contrôle. Sophie Martin, malgré les menaces qui pèsent sur sa vie, publie ses révélations dans un grand journal national. Les titres explosent. Corruption systémique à Fairfax, un général noir ciblé par la police. Les réseaux sociaux s'enflammant. Des manifestations pacifiques menées par des vétérans en uniforme s'organisent devant le poste de police. Leurs rangs serrés, leur silence discipliné, forment une accusation muette mais assourdissante. Des pancartes brandissent « Justice pour Dubois », une femme ancienne infirmière de combat crie « Honte à Fairfax », sa voix brisée par l'émotion. La foule reprend un chant de colère collective, mais la conspiration riposte désespérée comme un animal acculé. Fournier, barricadé dans son bureau, hurle au téléphone à Renaud « Le Pentagone fouille tout finance dossier preuve. Ils vont nous enterrer vivants. » Renaud glacial répond « Contenez ça, Marcel. Horizon Security ne peut pas tomber. Si nous coulons, vous coulez avec nous. » Ils intensifient leur campagne de terreur. Claire, arrivant à son hôpital, trouve des agents du conseil médical dans son bureau, brandissant une nouvelle plainte prescription, falsifiée, patients inexistants, dates impossibles. Ces dossiers sont truqués, proteste-t-elle, montrant des preuves de son absence lors des dates incriminées. Elle était à l'étranger pour des conférences médicales. Mais l'enquête menace sa licence, son gagne-pain, sa réputation. Julien, à West Point, affronte une audience disciplinaire pour des accusations de plagiat si maladroites qu'elle frise le ridicule. Le major Luc Dupont, son mentor, intervient avec fureur. C'est une fabrication grossière orchestrée pour salir un cadet exemplaire. Pourtant, la pression externe persiste venant de sources politiques liées à Renaud. Julien, les poings serrés, texte à Claire. « Ils veulent briser papa, mais ils nous brisent tous. Je ne plierai pas. » Amélie, traumatisée par la pierre qui a fracassé sa fenêtre, refuse de dormir seule. Une nuit des phares balaie leur salon. Claire, pistolet chargé sous son oreiller, vérifie les fenêtres, le cœur battant. Une camionnette noire s'éloigne lentement, ses feux disparaissant dans l'obscurité. Le lendemain, une lettre glissée sous leur porte fait trembler Claire. « Abandonne ou ta fille ne rentrera pas de l'école. » Les mots tapés en noir sont une lame dans son cœur. Elle appelle Isabelle Laurent, la voix brisée. « Il menace ma petite. » Isabelle inflexible promet « Nous les protégerons, Claire, et nous les ferons payer cher. » Une équipe de sécurité militaire est déployée autour de la famille Dubois. Des gardes armés patrouillent leur maison, leur silhouette sombre rassurante pour Amélie, qui dessine des soldats protégeant sa chambre. Claire escortée à l'hôpital, sans les regards des voisins. Certains affichent des pancartes « Justice pour Dubois ». D'autres murmurent méfiants « Ils attirent trop de problèmes ». Une vieille femme, Madame Lefebvre, qui avait crié des insultes lors de l'arrestation, baisse les yeux en croisant Claire. La honte peut, être commence à fissurer les préjugés. Fournier, sentant le vent tourner, organise une conférence de presse provocatrice, un défi direct au Pentagone. Debout devant une forêt de micros, il glorifie Lambert. Un officier exemplaire refusant de plier devant le privilège ou les intimidations. Il brandit de nouvelles preuves, des messages prétendument trouvés sur le téléphone de Dubois suggérant des transactions de drogue. Mais les experts militaires analysant les métadonnées prouvent que ces messages ont été insérés via un logiciel d'espionnage, probablement par Lambert lui-même. Fournier, main tremblante, termine son discours par un appel à l'ordre. Fairfax ne cédera pas aux pressions d'élite militaire. Mais son assurance craque sous les flashs des caméras. Lambert, devenu une icône dans des cercles extrémistes, apparaît sur une chaîne nationale conservatrice. « J'ai fait mon devoir », déclare-t-il, un sourire arrogant aux lèvres. Le Pentagone protège un criminel parce qu'il porte des étoiles. Ses collègues dans un bar local l'acclament, mais certains s'éloignent, murmures nerveux. Il est allé trop loin. Sophie Martin, malgré sa voiture vandalisée, un message gravé sur la portière, « Tais-toi », et les menaces de mort refusent de se taire. Elle rencontre un nouvel informateur, un technicien du département de police terrifié, mais poussé par sa conscience. Il fournit une sauvegarde cruciale, la vidéo intégrale de la caméra corporelle de Lambert prétendument défectueuse. Les images sont dévastatrices. Dubois, calme, respectueux, obéit à chaque ordre, main visible, voix posée. Lambert, agressif, ricane en plantant la drogue sous le siège. Ça va lui apprendre à se croire supérieur. Sophie, les larmes aux yeux, transmet la vidéo au journal national. Publiée, elle déclenche une onde de choc mondial.
Les hashtags Justice pour Dubois et Stop Corruption dominent les réseaux sociaux. Des manifestations grossissent à Fairfax, Washington, et au-delà, des familles de victimes du département de police partagent leurs histoires, arrestations injustes, preuves falsifiées, vies brisées par un système pourri. Une mère tenant la photo de son fils, emprisonné à tort, sanglote devant les caméras. « Mon garçon n'avait pas d'étoile. Qui se battra pour lui ?» La foule scande « Dubois, Dubois », mais la conspiration riposte plus vicieuse que jamais. Claire, conduisant à l'hôpital, est forcée de quitter la route par un SUV noir banalisé. Sa voiture s'écrase dans un fossé, l'airbag la sauvant de justesse. Elle s'en sort avec des contusions, un pansement au front, mais le message est clair. Tais-toi ou pire. Les fédéraux alertés placent le véhicule sur la liste des suspects. Dubois, informé à Fort-Belvoir, sent une fureur glaciale l'envahir. « Ils ont touché ma femme », dit-il à Moreau, ses poings serrés jusqu'à blanchir. C'est une déclaration de guerre. La sécurité autour des Dubois est renforcée, escorte armée, drone de surveillance, agents en civil. Amélie, terrifiée, dort avec Claire, murmurant « Les soldats nous protègent, non ». Claire, caressant ses cheveux, répond « Oui, ma chérie, et ton papa est le plus fort d'entre eux ». Le juge avocat général, indigné par l'attaque sur Claire, dépose une motion fédérale revendiquant la juridiction militaire sur l'affaire Dubois. Ciblage d'un officier 4 étoiles et atteinte à sa famille est une question de sécurité nationale, argue Isabelle Laurent, sa voix vibrant de colère. Les tribunaux fédéraux gèlent la poursuite civile, transférant l'affaire à une cour militaire. Le secrétaire à la Défense William Moreau, cousin éloigné d'Émile, tient une conférence de presse historique au Pentagone. Le général André Dubois est un héros national, déclare-t-il, son regard perçant les caméras. Cette campagne d'intimidation, visant un officier, sa famille et la vérité, est une trahison des valeurs américaines. Nous enquêtons sur les liens entre Horizon Security, la police de Fairfax et des officiels corrompus à tous les niveaux. La nation écoute stupéfaite. Les alliés de Fournier dans les couloirs du pouvoir commencent à prendre leur distance. L'État de Virginie réagit sous la pression. La procureure générale Élise Chen lance une enquête criminelle sur le département de police de Fairfax. Ses premières conclusions sont explosives: surveillance illégale, des minorités, falsification systématique de preuves, quotas d'arrestation racistes, un programme nommé en interne Opération Ordre. Elle ordonne la préservation de tous les dossiers et suspend plusieurs officiers supérieurs, y compris le commandant adjoint, un proche de Fournier. Ce dernier, paniqué, tente de détruire des preuves. Les caméras de sécurité le filment en entrant dans la salle des archives à minuit, emportant des fichiers sur le programme de « cible prioritaire ». Les images saisies par les fédéraux scellent son sort. Malik Jones, poussé par un courage brut, va plus loin. Lors d'une conférence de presse organisée par l'équipe de Dubois, il se tient en uniforme, la voix tremblante mais ferme. Ce qui est arrivé au général Dubois était la norme. Des casiers de drogue, à planter des listes de noirs, à humilier des vies détruites pour des quotas. Je ne peux plus porter cet insigne en silence. Il arrache son badge, le pose sur le pupitre. La foule applaudit, des larmes dans les yeux. Les officiers dans la salle baissent la tête, certains par honte, d'autres par peur. Lambert, sentant le vent tourner, tente de fuir. Il est intercepté dans un entrepôt abandonné, brûlant des dossiers compromettants. Les fédéraux, agissant sur un tuyau anonyme, le menottent alors qu'il hurle « Vous ne comprenez pas, ils m'ont forcé ». Fournier, plus désespéré, est arrêté à un aérodrome privé, une valise contenant 300 $, en liquide et des documents offshore prouvant ses liens avec Horizon Security. Renault, exposé par des emails cryptés, reliant ses campagnes électorales à des fonds de l'entreprise, annonce sa démission dans une déclaration laconique. Mais les fédéraux perquisitionnent son bureau, saisissant des disques durs contenant des communications accablantes. La conspiration s'effondre, ses architectes tombant un à un. À West Point, Julien trouve des alliés inattendus. Ses camarades, menés par le major Dupont, prouvent que les accusations de plagiat sont fausses, utilisant des métadonnées des serveurs de l'Académie pour démontrer que les preuves ont été insérées après coup. Le superintendant, un général à la retraite, s'excuse personnellement. « Vous êtes un Dubois », dit-il à Julien, la main sur son épaule. « Votre père serait fier. Votre honneur est intact. » Julien, les yeux humides, hoche la tête.
Merci, monsieur. Mais ce n'est pas fini. Il rejoint un groupe de cadets, organisant une marche silencieuse pour soutenir son père, leurs uniformes brillant sous le soleil. Claire, lavée des accusations médicales, après que les dossiers falsifiés sont démasqués, refuse de se taire. Elle fonde la Fondation Justice Dubois, une organisation dédiée aux victimes d'abus policiers. Lors du lancement retransmis en direct, elle se tient devant une foule pansement au front voix vibrante de colère et d'espoir. Ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour chaque citoyen brisé par un système qui protège le pouvoir, pas la justice. Mon mari a été menotté, humilié, mais il s'est relevé. Nous nous relevons tous. Elle lève le poing, un geste de défi. La foule scande « Justice, justice ». La Fondation collecte des fonds pour des familles comme celle de Malik, un adolescent arrêté à tort des années plus tôt, dont la mère embrasse Claire en pleurant « Vous nous donnez de l'espoir ». Le point culminant arrive dans une salle d'audience fédérale à Alexandria. Dubois en uniforme complet, ses étoiles restaurées, témoigne face à Lambert Fournier et leurs complices. Lambert, en civil, semble diminuer, son arrogance évaporée. Fournier, visage blême, fixe le sol, évitant le regard de Dubois. Ce dernier, d'une voix mesurée mais puissante, démonte leur récit avec une précision chirurgicale. L'officier Lambert était un instrument, explique-t-il, ses yeux fixant le jury. Sa haine raciale l'a rendu parfait pour ceux qui voulaient me réduire au silence. Cette affaire n'est pas un simple arrêt de circulation. C'est l'arme du pouvoir contre ceux qui menacent ses secrets. Il détaille la fraude de Horizon Security, des tests truqués sur des équipements militaires mettant en danger des soldats, des contrats de plusieurs milliards obtenus par des pots de vin, des paiements à Fournier pour gérer les opposants. Il expose le système policier, casier de drogue, liste de cibles, vie brisée. La salle est silencieuse, hypnotisée par sa dignité face à l'adversité. Les avocats de la défense tentent de discréditer Dubois, suggérant qu'il a exagéré son rôle au Pentagone ou manipulé les preuves pour se venger. Mais Isabelle Laurent, implacable, contre-attaque. Elle présente la vidéo de Lambert plantant la drogue, les emails de Fournier, les transferts financiers de Renault. Un témoin surprise, une ancienne assistante de Horizon Security, témoigne sous serment. Ils m'ont demandé de falsifier des rapports pour cacher les défauts des équipements. Quand Dubois a commencé à enquêter, ils ont paniqué. Le jury, composé de citoyens ordinaires, écoute bouleversé. Une femme mère d'un vétéran essuie une larme en entendant Dubois décrire son serment « Je sers la Constitution, pas le pouvoir ». Le verdict tombe rapide et cinglant. Lambert est condamné pour violation des droits civils, falsification de preuves, parjure et agression. Il risque 15 ans de prison, son regard vide, alors qu'on le menotte. Fournier, ayant négocié un plaidoyer pour réduire sa peine, témoigne contre Horizon Security, révélant un réseau de corruption liant police politique et industrie militaire. Il est condamné à 8 ans, son insigne confisqué à jamais. Renault, poursuivi pour corruption et abus de pouvoir, attend son procès, sa carrière politique en ruine. Horizon Security, sous enquête fédérale, voit ses contrats gelés, son PDG contraint de démissionner. Le département de police de Fairfax est placé sous supervision fédérale, ses pratiques racistes démantelées. Des centaines de condamnations passées sont réexaminées, libérant des innocents piégés par le même système qui a ciblé Dubois. Dubois est réintégré avec tous les honneurs, sa clearance de sécurité restaurée par décret du secrétaire à la Défense. Lors d'une cérémonie au Pentagone, il reçoit une médaille pour son « courage face à l'adversité ». Il refuse une promotion au grade de général d'armée, préférant rejoindre une task force sur la réforme de la justice militaire. Cet uniforme représente la Constitution, déclare-t-il lors d'une conférence retransmise dans le monde entier. Personne, quel que soit son rang ou sa couleur, ne doit être humilié pour ce qu'il est. Ce qui m'est arrivé révèle un échec systémique enraciné dans nos institutions. Nous devons le réparer pour chaque Américain, pour chaque soldat, pour l'âme de cette nation. Sa voix calme mais puissante résonne comme un appel aux armes. Les généraux présents, des hommes et des femmes de toutes origines, se lèvent pour applaudir, émus par sa vision d'une justice universelle. Fairfax, secoué par le scandale, commence à changer. Malik Jones, nommé chef intérimaire du département de police, instaure des réformes radicales, formation obligatoire sur les biais raciaux, transparence totale, des arrestations, création d'un conseil communautaire dirigé par des habitants, pas des politiciens. Nous changeons la culture, promet-il lors d'une assemblée publique, sa voix portée par une conviction nouvelle. Les citoyens sceptiques commencent à écouter.
Une école locale autrefois divisée par la race organise une journée de dialogue sur l'affaire Dubois, invitant des élèves à partager leurs expériences. Une adolescente inspirée par Sophie Martin déclare « Elle a risqué sa vie pour la vérité. Je veux être comme elle ». Sophie, récompensée par un Pulitzer pour son enquête, écrit un livre intitulé « L'honneur d'un homme », racontant non seulement l'affaire Dubois, mais les histoires de dizaines d'autres victimes du système. « La vérité était ma seule arme », dit-elle lors d'une interview, ses lunettes embuées de larmes. Claire, Julien, Amélie et André reprennent leur vie, mais les cicatrices restent. Leur maison autrefois, un refuge, porte des traces de la guerre, une nouvelle fenêtre, dans la chambre d'Amélie des caméras de sécurité à chaque coin. Un soir, réunis autour de la table, ils parlent du futur. Amélie, crayon en main, dessine une famille entourée de soldats, mais cette fois il sourit. « Papa, tu es là, dedans », dit-elle pointant un homme avec des étoiles. Dubois ému la serre contre lui. Julien, désormais un leader parmi ses camarades à West Point, annonce son projet, une thèse sur les abus de pouvoir dans les institutions militaires dédiées à son père. Claire, dirigeant la Fondation Justice, reçoit des lettres de famille à travers le pays, un père libéré, après une condamnation injuste, une mère remerciant pour une bourse pour son fils. « Nous faisons une différence », dit-elle à André, ses yeux brillants d'une fierté farouche. Dans un moment privé, Dubois s'adresse à Moreau dans un bureau silencieux du Pentagone. « Nous avons gagné, Émile, mais le système s'adaptera. Il trouve toujours un moyen de se protéger. » Moreau, pensif, demande « Quel est le prochain champ de bataille général ?» Dubois sourit, un éclat d'acier dans les yeux. « Partout où le pouvoir opprime, où les droits sont niés, où la justice est un privilège, pas un droit. Notre serment n'a pas de date d'expiration. » Il retourne à la salle de réunion face à une task force sur le racisme systémique dans les institutions militaires et civiles. Les cartes sur les murs ne montrent pas des territoires ennemis, mais des cercles de pouvoir, police, justice, entreprise, politique. Chaque nœud est un défi, chaque lien une opportunité à briser. « Notre mission est essentielle », commence-t-il, sa voix portée par une conviction inébranlable. « Nous combattons pour la Constitution, contre les ennemis intérieurs qui la trahissent. » L'histoire de Dubois devient un symbole intemporel. Un général noir menotté, humilié, transformé en catalyseur d'un changement sismique. Son uniforme, jadis impuissant face au racisme, est désormais une arme pour la justice. La colère, la fureur des millions qui ont suivi son combat se muent en un espoir fragile mais tenace. Les manifestations se calmant, mais les conversations persistent dans les foyers, les écoles, les casernes. Une nouvelle génération inspirée par Dubois, Sophie, Claire et Malik s'élève, promettant de continuer le combat. Dubois, debout au Pentagone, ses étoiles scintillant, prouve une vérité universelle, l'excellence même face à l'injustice la plus abjecte triomphe toujours. Et pourtant, dans le silence de la nuit, il sait que la guerre n'est pas finie. Chaque victoire est un pas, chaque pas un défi. Mais il est prêt, comme toujours, à mener la charge. L'histoire d'André Dubois, ce général 4 étoiles humilié par un système corrompu, résonne comme un cri dans le silence oppressant de l'injustice. En lisant ce récit, mon cœur s'est serré, partagé entre une colère brûlante et une admiration profonde pour la résilience de cet homme. Cette saga tissée de racisme, de pouvoir et de courage n'est pas seulement une chronique américaine. Elle touche une corde universelle, celle de la lutte pour la dignité humaine. En France, où l'égalité est une valeur gravée dans notre devise républicaine, cette histoire nous interpelle avec une force particulière. Elle nous pousse à réfléchir sur nos propres institutions, nos préjugés et notre rôle dans la construction d'une société plus juste. À travers l'épreuve de Dubois, je tire des leçons précieuses, des principes à appliquer dans nos vies quotidiennes, et un appel à agir pour ne jamais baisser les bras face à l'injustice. D'abord, l'affaire Dubois révèle la persistance du racisme systémique, même dans les sphères les plus élevées. André, malgré ses étoiles, ses médailles et son service irréprochable, est réduit à sa couleur de peau par un officier rongé par la haine. Cette injustice m'a bouleversé. En France, nous proclamons « liberté, égalité, fraternité ». Mais combien de fois fermons-nous les yeux sur les discriminations subies par nos concitoyens? Les contrôles au faciès, les opportunités refusées, les regards méfiants dans les transports. Tout cela existe même si nous préférons parfois l'ignorer. La leçon est claire, nous devons reconnaître ces réalités, non pour nous culpabiliser, mais pour agir. Dans ma vie, cela signifie écouter les voix marginalisées, m'éduquer sur les biais inconscients et intervenir quand je vois une injustice, même si elle semble banale. Un simple mot,
un geste de soutien, peut briser le silence qui nourrit l'oppression. Ensuite, la résilience de Dubois, face à l'adversité, est une source d'inspiration. Menotté humilier sa famille menacée, il ne plie pas. Sa force ne vient pas seulement de son rang, mais de sa conviction profonde en l'excellence et en la justice. Ce courage me rappelle une valeur française, chère la ténacité face aux épreuves. Comme les héros de notre littérature de Cyrano, à Jean Valjean Dubois transforme sa douleur en action. Pour moi, cela signifie persévérer dans mes propres combats, qu'ils soient professionnels ou personnels. Quand je rencontre un obstacle, une critique injuste, un échec, ou une situation qui semble insurmontable, je pense à Dubois debout dans sa cellule, planifiant sa contre-attaque. Cette image me pousse à ne jamais abandonner à chercher des solutions et à transformer les revers en opportunités de croissance. La solidarité est une autre leçon majeure. Dubois n'a pas triomphé seul. Émile Moreau-Isabelle, Laurent Sophie Martin, Claire Julien et même Malik Jones, chacun a joué un rôle crucial. Cette coalition unie par un idéal de justice montre que le changement naît de l'effort collectif. En France, nous valorisons la communauté, les liens qui nous unissent au-delà des différences. Cette histoire me rappelle l'importance de m'entourer de personnes partageant mes valeurs, mais aussi de tendre la main à ceux qui souffrent en silence. Dans ma vie, je peux appliquer cela en soutenant mes collègues, en participant à des initiatives locales ou en défendant ceux qui n'ont pas de voix. Un sourire, une conversation, une signature sur une pétition, ces petits actes multipliés deviennent une force irrésistible. Enfin, l'affaire Dubois souligne le pouvoir de la vérité. Sophie Martin risquant tout publie des preuves qui renversent la conspiration. Malik Jones, brisant son silence, expose un système corrompu. Ces actes de courage rappellent que la vérité même difficile est une arme contre l'injustice. En France, pays de Voltaire et de Zola, nous savons que dénoncer les abus peut changer le cours de l'histoire. Pour moi, cela signifie m'exprimer avec honnêteté même quand c'est inconfortable. Que ce soit en signalant une injustice au travail, en partageant une idée impopulaire, ou en confrontant un ami sur un propos déplacé, je dois choisir la vérité avec respect, mais sans compromis. C'est un engagement quotidien, parfois intimidant mais essentiel, pour construire un monde plus juste. Ces leçons, reconnaître les injustices, persévérer, s'unir et défendre la vérité, ne sont pas abstraites. Elles s'appliquent dans nos choix de tous les jours. Quand je vois un collègue ignoré à cause de son accent, je peux intervenir. Quand je doute de moi, je peux puiser dans la résilience de Dubois. Quand une cause me touche, je peux rejoindre d'autres pour amplifier son impact. Et quand je suis témoin d'un mensonge, je peux choisir de parler même si ma voix tremble. L'histoire de Dubois n'est pas qu'un récit. C'est un miroir tendu vers nous, une invitation à être meilleur, à agir avec courage et conviction. Si cette histoire vous a ému, si vous croyez en la justice et en l'égalité, agissez maintenant, cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo pour que le combat de Dubois inspire d'autres. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires de courage et de vérité. Et dans les commentaires, laissez un mot « Égalité », un cri pour un monde plus juste. Ensemble, faisons entendre nos voix comme André Dubois l'a fait. À vous de jouer.